Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 111 de Famille, Justice, Enfance sur RLP avec Stéphane depuis le Périgord et la Dordogne. Aujourd'hui, émission spéciale interview avec Maître Jean Panier, que vous avez déjà eu l'opportunité d'écouter la semaine dernière s'exprimer sur l'aliénation parentale. Maître Panier nous a offert un entretien il y a quelques jours depuis Abidjan qui donnera lieu à 2 émissions où nous parlerons de la gestion calamiteuse des conflits familiaux au JAF et au JDE avec un peu de services sociaux. Maître Jean Panier a un certain parler franc. Il rédige des articles dans des gazettes spécialisées, dans des sites internet à haute audience. Il me semble comprendre que tout ceci ne lui plaît guère et qu'il souhaiterait que tout ceci se rapproche un peu plus du droit et un peu moins de la doctrine. Et vous allez voir, il ne se gêne pas pour l'exprimer. Mais auparavant, quelques actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors au niveau actualité, quelques petits mouvements spontanés et populaires concernant une PPL au Sénat, la PPL 308. Nous voyons passer notamment, durant le Tour de France, des panneaux de soutien à cette loi 21-308 qui tente de mieux protéger les enfants dans certaines situations périlleuses. Alors cette proposition qui date de décembre 2021 et qui se nomme proposition de loi relative au droit de l'enfant à entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents en cas de séparation de ces derniers. Donc l'article 1er consiste en la modification du code civil de l'article 373.2 qui dit que le juge et autres doit maintenir le lien entre l'enfant et les parents. Eh bien il faudrait rajouter et entretenir régulièrement. C'est quand même histoire de rappeler à certaines personnes que avoir un enfant, ce n'est pas regarder de loin un objet, d'ailleurs une vitrine, qu'on arrose de pop-corn tous les 15 jours durant 24 heures et qu'on regarde croître sans pouvoir réellement transmettre ses valeurs. Non. Avoir un lien, ce n'est pas le toucher toutes les 2 semaines, c'est vraiment passer du temps avec et créer une relation avec. À cette fin, à la demande d'un des parents au moins, la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Si le juge décide d'écarter la résidence alternée, il doit motiver sa décision en considérant l'intérêt et les besoins de l'enfant et non pas sa doctrine et sa vie personnelle. On tente de revenir dans le droit et non pas dans l'idéologie. Voilà, avec une complétion de l'article 373.2.11 du Code civil qui demande au juge de prendre en compte les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercée par l'un des parents sur la personne de l'enfant, car il semblerait qu'actuellement, si vous voulez, lorsqu'on monte un enfant contre l'autre parent ou qu'on l'utilise dans le cadre d'un conflit, on n'en tienne absolument jamais compte, malgré les accords internationaux et les décisions des députés à l'Assemblée nationale. Nous avons majoritairement encore des personnes qui ne tiennent pas compte de la souffrance de l'enfant dans les conflits familiaux, et donc il est nécessaire de légiférer. Voilà, ce projet nous paraît bien sympathique et il explique certains graffitis que vous pouvez voir actuellement durant le parcours du Tour de France, par terre ou certaines banderoles. Visiblement, derrière, il y a un petit message. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 avec Maître Jean Panier, vous l'avez entendu la semaine dernière. Nous l'avons aujourd'hui en direct depuis Abidjan. Bonjour Maître, vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Il pleut un peu ici, c'est la saison des pluies, mais tout va bien. Oui, je crois que la météo est un peu rigoureuse, vous m'avez expliqué. Oui. Bon. Chez vous, on crève de chaud, ici on est à 27, alors vous voyez, on va pas se plaindre. Bon, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pour nos auditeurs qui vous ont entendu la semaine dernière vous exprimer sur l'aliénation parentale, nous préciser un peu qui vous êtes, ce que vous faites et votre combat dans ce domaine, s'il vous plaît. Moi, j'ai été alerté par l'affaire de Toulon, que je vous ai envoyé d'ailleurs, le jugement oui. du JAF de Toulon, qui avait enfin pour la première fois, pour une des toutes premières fois, évoqué le sujet par rapport à un papa qui avait été accusé d'attouchement sur un enfant en très bas âge. Et ce monsieur a vécu un cauchemar. Il s'en est sorti à l'audience correctionnelle parce que quand même il fallait bien renvoyer le boomerang, puisque ce monsieur il était innocent et il a finalement pu récupérer un contact, mais ça a été très long avec son enfant. Le coup est très efficace. On dénonce des attouchements et après vous partez pour un long voyage avant qu'on constate qu'en fait c'était inventé, c'était manipulé, mais ça marche toujours.
Je vais vous dire, moi j'ai eu un client un jour que j'avais aidé pour une affaire de douane, vous voyez, qui n'a rien à voir. Ce monsieur m'appelle et quelques mois après, j'avais réglé son problème et il me dit, je suis attaché dans un commissariat, je suis attaché au radiateur, dans 30 secondes on va m'arracher mon portable, est-ce que vous pouvez venir me voir ? Alors, on va pas citer de nom. Je suis allé, donc, le hasard a fait que je connaissais le commissaire à l'époque. Quand j'arrive dans le bureau de l'inspecteur qui était en train d'interroger mon client pour soi-disant des attouchements, je constate que les dés sont pipés parce que je connais la mentalité de la femme qui a été influencée par une bonne copine pour essayer de plumer la volaille, vous voyez, pour plumer le mari. C'est parce qu'en plus, c'était ça l'objectif. Donc l'inspecteur dit, j'ai pas de leçon à recevoir d'un avocat. Je dis, d'accord, alors on se calme, je vais voir le patron. Ah, là, il a pas aimé. Le patron, c'est le commissaire. J'ai dit au commissaire, viens avec moi. J'ai un gars qui est accroché au radiateur pour un truc qui, à mon avis, a été fait, mais de manière pas expéditive, sauvage. C'est à la hussarde. Le commissaire descend avec moi et il se fait expliquer l'affaire. Il dit, bon, écoutez, moi, je connais Maître Panier depuis longtemps. Ce que je sais, c'est que dans cette famille, c'est pas la première fois qu'il y a des tentations. La dame, elle est un peu comme ça parce qu'elle est influencée. Tu décroches le monsieur du radiateur. Mais chef, non, il n'y a pas de mais. Je te dis, décroche le monsieur, c'est honteux ce que tu fais. Faudrait me rendre compte avant d'accrocher les gens au radiateur comme ça. C'est pas normal. Tu vois la réputation que tu donnes au commissariat. Alors l'inspecteur, évidemment, il est aux ordres. Hein, il a lâché le monsieur. Il est reparti avec moi. Après, on a fait venir la jeune femme qui a fini par avouer. Elle a fait venir sa copine, elles ont demandé pardon, elles sont allées ensemble avec moi d'ailleurs pour être certain que ça se passerait comme ça. Elle est allée retirer sa demande de divorce et elle a avoué que l'objectif c'était de plumer le mari. Voilà. Alors vous voyez, alors l'histoire de Toulon c'est du même jus, mais la dame qui avait porté plainte, on en a beaucoup nous quand même des histoires comme ça. Elle s'est fait engueuler à l'audience, mais elle s'est fait engueuler à l'audience, mais grave, mais sans frais. Vous voyez ? Ah, c'est ça. En fait, on ne punit pas les menteurs. On ne punit pas les gens qui instrumentalisent la justice. Quand on voit ça, on se dit, mais quand même. Alors la JAF, la juge aux affaires familiales, qui a récupéré ce dossier, elle a été raisonnable. Elle a dit, moi, j'arrête les frais. Ce monsieur, il doit retrouver. C'est un cas manifeste d'aliénation parentale. Et du coup, on l'a fait inviter sur un plateau télé où on a commencé à parler de ça. Le patron de la Gazette du Palais à l'époque, mon ami Jean-Gaston Moore, me dit, Panier, c'est pas juridique ton sujet. Ben, j'ai dit, c'est pas juridique, mais c'est massif. Il y a énormément de cas comme ça. Bon, il me dit, d'accord, on va faire un effort, on va publier le jugement avec ton commentaire. Et c'était comme ça que c'est parti. Après, j'ai réussi à sensibiliser le défenseur des enfants de l'époque, j'ai oublié son nom, mais c'est une femme qui avait fait du bon boulot. Et elle a enfin accepté de faire un rapport annuel au président de la République où on parle principalement d'aliénation parentale, alors qu'avant, on n'osait pas en parler. Ce rapport, il existe. Si vous voulez, je vous l'enverrai. Oui, non mais... Vous voyez, donc ça a atteint les plus hauts instants. Bon, après, malheureusement, le défenseur des enfants a disparu au profit de ce qu'on appelle aujourd'hui le défenseur des droits. Hein, puis bon, à l'époque, c'était le médiateur, il s'entendait pas avec la défenseuse des enfants. Bon, donc c'était un peu compliqué. Mais tout ça, c'est la réalité quotidienne. Alors, aujourd'hui, on dit l'aliénation, ça existe. La Cour européenne des droits de l'homme l'a reconnu depuis longtemps. Mais on préfère écarter ça au profit de ce que je vous ai expliqué hier, c'est-à-dire le fait accompli, bon, c'est trop tard, tout ce qu'on va faire, ça ne fera qu'empirer la situation, le gosse va en subir les conséquences, donc on prend le fait accompli et on change rien, et la maman en sortant, si c'est elle dit à son gosse, tu vois, le juge est avec nous, et c'est foutu, c'est plié. Voilà. On fait de l'accompagnement des victimes et ça renforce en fait les conflits et les manipulations. Non, mais en plus, tout l'apparat judiciaire, le gosse, il sait même pas ce que c'est, mais pour lui, le juge est avec maman, donc je veux plus voir mon père. Voilà. C'est le symbole de l'autorité, bien sûr. Ouais. Ah voilà. Alors c'est bien rodé, ça dérange pas beaucoup de juges. Il y en a quand même qui se laissent pas faire, mais quand vous voyez un juge qui annule en disant ça n'a servi à rien une AEMO, vous vous dites il a ses raisons, ce magistrat, il a bien examiné la situation, il a considéré que ça ne s'est pas amélioré mais bien pire, et du coup j'ai écrit un jour un article, quand la justice s'empare d'une affaire comme ça, au lieu d'apaiser, elle aggrave la situation, et ça c'est terrible, et c'est pas ça qu'on attend de nos magistrats.
Tout à fait, tout à fait. Voilà. On en parlait ici avec des experts, un certain nombre d'experts de cour d'appel qui sont intervenus ici, Voilà. ainsi que M. Marc Juston. Nous avons un problème avec la justice qui parfois fige les situations parce qu'elle veut les observer, elles appellent des experts ou autres, et pendant ce temps, il ne se passe rien, elles sont figées, et qui se retrouvent au final à entériner les suppressions de droits, les diminutions d'espace, Absolument. et faire l'accompagnement des victimes. Et les cours d'appel ne font pas leur boulot. La plupart du temps, elles sont là, comme on dit dans le langage judiciaire, on est là pour bétonner, c'est-à-dire confirmer ce qui a été jugé. Voilà. Et tous les pièges, possibles, ils ont tout un catalogue de recettes pour piéger, parce que le gars qu'on envoie chez un expert, déjà, il va tellement mal se comporter que l'expert, qui a été pas par hasard désigné par le juge, l'expert va enfoncer un peu plus celui à qui devrait tendre la main, au contraire, pour essayer de l'aider à retrouver une relation normale et se comporter sans émotion. Or, l'émotion va l'envahir et il est foutu. Avec un effet pernicieux, c'est que faire appel à un expert signifie rester immobile durant quasiment 1 an. Alors déjà, ils sont surchargés, et puis surtout, ils se comportent... Ils ont l'oreille du juge, ça les arrange bien, ça leur fait des petits dossiers, un peu d'argent, etc. Écoutez, ça marche pas, c'est mal fait, et tout le monde le sait. Et quand on est dans le milieu, on le voit, on le constate tous les jours. C'est pas satisfaisant. Et quand vous me disiez hier qu'il y avait 1300 suicides identifiés chaque année, non mais faut arrêter, quoi. Non, mais là, je ne parle que des pères, parce que si vous voulez, nous parlons, nous, avec la voix des pères, ils ont à centraliser les informations. Effectivement, il y a 1300 suicides de pères par an qui n'arrivent pas à avoir une relation pérenne avec leurs enfants. Un constat d'échec, un constat de... Tout à fait. Je pense que le chiffre est beaucoup plus élevé, parce que ces problèmes, quand on arrive vraiment dans la justice des enfants, touchent aussi les mamans. Je veux dire, nous, on vient du JAF, donc on est effectivement discriminé, c'est statistique. Mais dès qu'on s'apprend à la justice des enfants et autres, il n'y a pas de genre, si vous voulez. Les dysfonctionnements touchent absolument tout le monde. Et il y a aussi, il y a énormément de coûts humains. Il y a des enfants qui se comportent très mal envers eux-mêmes et envers les autres. Il y a des parents qui savent pas comment faire, comment agir. Et là, c'est plus une question de père, si vous voulez. Donc ce chiffre de 1300 qu'on a identifié, nous, consécutivement au divorce qui se fonctionne mal, et qui sont des pères qui ont justifié, qui ont motivé leur acte suicidaire. Déjà, on peut l'étendre à tous ceux qui ne l'ont pas motivé, et on peut l'étendre aussi à tous les parents en général qui se retrouvent confrontés aux juges des enfants, aux services sociaux, dans des situations d'enquête parfois un peu bâclées ou d'accusations instrumentalisées. Donc le chiffre, à mon avis, est très sous-estimé. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors les services sociaux sont à la botte du juge. Ils essayent d'abord de pas se tromper par rapport à l'orientation du juge, qui est souvent perceptible dès le début. Donc ils font attention, parce que sinon ils perdront des dossiers. C'est des associations, il y a de la concurrence là-bas. Vous voyez comme c'est un engrenage pernicieux. Alors ça, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc vous nous expliquez qu'au juge des enfants, il y a des contacts avant les audiences entre le juge et les enquêteurs des services sociaux. Alors, c'est illégal, ça. Vous pourrez jamais le prouver, mais ça se passe bien comme ça. Alors, mais c'est après, illégal, ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est un défaut d'impartialité, ils passent un accord. Mais bon, c'est pas à 100%. Il y a des services sociaux qui essayent de faire leur boulot, mais ceux-là, on leur fait vite comprendre que c'est pas comme ça que ça joue. Alors on va expliquer aux gens. On va dire aux gens que l'État se désagrège et se désengage, et en fait, et qu'il y a des associations, loi 1901, avec délégation de services d'État, donc ce sont les assos, qui reçoivent des subventions du département, embauchent des assistantes sociales qui vont ensuite faire des enquêtes. C'est ça, mais c'est plus forcément les employés du département. Il y a de la concurrence. Ce sont des associations. Il y a de la concurrence, chacun veut ses budgets et autres, et pour garder ces enquêtes, elles essayent de plaire aux magistrats, c'est ça ? Mais bien sûr, alors, allons jusqu'au bout du raisonnement. L'expert qui est désigné par un juge des enfants, ça va être comme par hasard assez souvent une connivence totale. Parce que il sait que l'expert va tout à fait dans son sens. On les retrouve d'ailleurs sur les séminaires, sur les colloques, etc. Comme par hasard, ils sont ensemble et ça ronronne doucement. Et les gens n'osent pas hurler en disant « Mais c'est quoi ça ? C'est de la connivence. C'est pas du boulot, ça. » Vous dites aussi que les experts, pour garder leur marché, essayent aussi de plaire au système pour ne pas se faire remplacer par d'autres et continuer à avoir un flux d'expertise. Oui, puis la pensée unique. Vous savez, une fois qu'ils sont embarqués dans un schéma, ils s'accrochent là-dessus et puis ils bougeront pas. C'est confortable.
C'est D'accord. confortable. Quand un juge des enfants doit transmettre un dossier à un autre collègue, il va pas se tromper, hein, il va prendre quelqu'un qui pense comme lui. Hein. Et déjà, il y en a pas beaucoup qui pensent pas comme, comme la majorité. Je vous dis, la majorité, c'est le fait accompli. On fait un bilan, on dit non, il est trop tard, on peut plus rétablir l'équilibre. Donc, fait accompli. Allez, eh ben, le dossier est plié en fonction de ce que le juge estime avoir constaté. En plus, il se cache derrière un avis d'expert parce qu'il n'a pas de courage. Il va dire qu'il est obligé de le faire. Moi, je suis pas persuadé. Dans certains cas, le juge, il a tout compris, mais il fait semblant de pas voir. Voilà. Et donc, c'est une machine infernale qui fonctionne comme ça. Quand le premier conseiller de la Cour de cassation, ça remonte à quelques années, mais je vous dirai pas son nom évidemment, me dit, mon cher Panier, quand les affaires viennent à la Cour de cassation, c'est-à-dire 1% du contentieux du droit de la famille en moyenne, c'est un contentieux calamiteux qui arrive jusqu'à nous. Faut pas demander pour le reste. Faut pas demander les 99% comment c'est traité. Calamiteux. Donc ça veut dire, dit par les plus hauts magistrats du pays, c'est quand même intéressant, non? Voilà. Eh ben c'est tout. Mais alors moi je peux le dire parce que je suis libre de ma parole et puis que je trouve il faudrait d'ailleurs trouver parmi tous les adhérents, tous les gens qui peuvent avoir un peu disons envie de faire bouger tout ça, faire remonter ça au ministère de la Justice. Et puis obliger le ministère à prendre non pas l'écoute des fous furieux qui sont des experts anti tout d'ailleurs anti spécialement anti aliénation, ça évidemment là c'est pas la peine de citer des noms, mais si on peut citer Lopez, alors celui-là il est vraiment dangereux, mais bon c'est de la doctrine. Et puis Lopez, pour dire que Gardner qui a inventé la notion d'aliénation c'est pas sérieux, il dit Gardner c'était un pédophile, et voilà, et l'affaire est pliée, c'est fini. Ouais, enfin Gardner a été un peu contestable, mais ses travaux sur l'aliénation parentale, si vous voulez, c'est pas parce que c'est lui qui a donné ce terme-là que le problème n'existe pas. Il a lancé l'idée, au moins c'est. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une question que je vais vous poser. Vous avez commencé à rentrer sur ce sujet-là. À votre avis, comment on pourrait améliorer tout ça? Il faudrait peut-être mettre en avant des gens qui ont menti, qui ont instrumentalisé et faire des exemples devant tout le monde. Comment on peut faire pour empêcher cette instrumentalisation de la justice? Moi, ce que je vois, par exemple, c'est que quand un papa a un droit de visite, il vient chercher son gamin, la mère veut pas le donner, on appelle les gendarmes viennent, ils appellent le procureur de permanence, le substitut de permanence, qui dit non, laissez tomber, le père a qu'à porter plainte lundi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, terminé. Et mais c'est pire que ça. Moi ici, dans l'association, on a des papiers, des plaintes pour NRE qui reviennent du procureur disant les faits ne sont pas attaquables au pénal. C'est marqué noir sur blanc sur le document. Voilà. Et les avocats qui accompagnent les parents au JAF ou au JDE, en fait, ne suivent pas les plaintes pour NRE parce qu'elles n'aboutissent même pas. Et au commissariat de Périgueux, on a dû faire des manifestations devant la préfecture et autres. Ils ne prennent même plus les plaintes pour NRE parce qu'elles n'aboutissent pas. Tout le monde s'en fout. Voilà. Alors, le gars, il a un jugement qui lui donne un droit de visite et d'hébergement. Il n'a pas droit à une assistance qui devrait pourtant être automatique. Oui, c'est sûr. Puis c'est la loi. Là, il y a une jurisprudence en plus, véritablement. Oui. Alors ça va loin, j'ai signalé un jour une décision, je crois que c'est le tribunal de Laval, une femme qui était prête à tuer tout le monde pour pas donner le gamin, le juge a dit 30 € par infraction. Elle a préféré donner le gamin que 30 €. Vous voyez jusqu'où ça va. La prison, ça sert à rien, taper au portefeuille, des fois c'est plus efficace. D'accord, donc vous rejoignez une des demandes du milieu associatif qui est en fait de mettre les NRE sous système d'amende automatique comme l'excès de vitesse en fait. Bah oui, mais pas à 30 €, il faut carrément taper plus fort. Nous, on veut un taux progressif, nous. Oui, non, mais c'est pour vous dire que jusqu'où ça va. Alors, ce juge qui a eu la présence d'esprit, il s'est dit, mais celle-là, mais c'est pas possible. Il a dit, madame, il faut payer maintenant. Ah non, d'accord, donne l'enfant. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, est-ce qu'à votre avis, il y a une volonté institutionnelle de dévaloriser la famille, de ne pas respecter certaines choses, certaines conventions, certaines décisions? Cher monsieur, oui. La justice en France est abominablement routinière. Elle est routinière, elle ne cherche pas à sortir des sentiers battus. D'accord. Et ça restera. Et les chambres et les cours d'appel sont des chambres d'enregistrement qui sont là pour bétonner. Et tous les coups sont permis pour bétonner. Et quand je dis les coups sont permis, je peux vous donner des exemples de cas où, par exemple, il y avait 10 moyens de nullité dans une procédure.
il y a eu, c'était il y a quelques années, je sais plus dans quelle ville, un exemple assez significatif, des moyens de droit très sérieux. Le seul qui a été retenu, c'est qu'il n'y avait pas de greffier dans le bureau du juge pour enfants, et qu'en fonction de quoi ils ont dû annuler le jugement, mais après elle a recommencé d'une autre façon. La Cour a annulé, mais ça n'a rien changé en réalité. Et pourquoi? Alors après, ça a foutu un bordel monstre dans le tribunal, parce qu'il fallait mettre un greffier, puisque la Cour d'appel avait sanctionné sur ce motif-là. Du coup, ils ont pu traiter que la moitié des affaires, parce qu'il fallait que le greffier soit présent. Vous voyez, même ça, ils en ont rien à faire. Ils ont désorganisé l'appareil judiciaire pour ne pas voir les nullités qui étaient beaucoup plus sérieuses que l'absence du greffier. J'ai plusieurs intervenants ici qui demandent à ce qu'une caméra soit présente dans les audiences JAF et JDE afin de pouvoir y faire appel ensuite par huissier. Parce que les notes d'audience ne sont pas suffisantes. Bon, ça, on n'est pas prêt de l'obtenir, parce que c'est... Alors, vous avez des syndicats, en plus, ils savent se défendre. Moi, je sais, quand on parle des moyens d'action des syndicats, je peux vous dire, là aussi, ils ont la maîtrise de la situation, et puis ils sont très, comment dire, jalousement attachés à leur petite fonction. Qui, quand on lit ce qui s'est passé après l'affaire d'Outreau, mais il y a eu des commentaires, mais à pleurer de rire. Il fallait pas toucher aux colonnes du temple, parce que si vous touchez aux colonnes du temple, vous ébranlez le système. Donc, résultat, ils sont jamais responsables de ce qu'ils font. Ah, mais l'affaire Outreau a fait remonter certaines choses. Il y a quand même des experts qui ont dit que lorsqu'on payait les expertises de Lance-Pierre, c'était normal d'avoir des expertises de caniveau, parce que je crois qu'un expert psychologue, c'est 250 balles, je crois, l'expertise. Et puis, Ben Soussan, que vous connaissez, que vous avez croisé, le psychiatre dont on parle ici parfois, qui est le spécialiste français de l'aliénation parentale, il était présent à Outreau, Ben Soussan? C'est lui qui a dit attention à la parole de l'enfant, à la fin. Qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Alors lui, en plus, il est agréé près de la Cour de cassation. Alors, vous voyez, c'est déjà, là, c'était, du coup, il a réveillé tout le monde. Alors, c'était triste et comique à la fois. On voit qu'au départ, cette affaire intéresse le ministre de la Justice, je sais plus comment il s'appelait, celui-là à l'époque. Le Premier ministre voit que ça devient une affaire. Alors il dit au ministre de la Justice, non, c'est moi qui parle. Et puis même après, le président dit, voilà, ça c'est une affaire nationale. Du coup, le Premier ministre dégage, c'est moi qui vais parler. Et là, on a découvert un travail alors, Dupont était là, il y avait d'autres aussi, dont j'ai oublié les noms, des confrères qui sont montés au créneau, qui ont fait un travail magnifique. Et là, on a découvert que le juge s'était fait manipuler, mais comme un bleu, comme vraiment un type qui n'était pas à sa place. Et c'est ça le drame de certains juges. C'est comme l'affaire du petit Grégory, quoi. Un juge qui est pas à la hauteur pour traiter une affaire comme ça. Après, il n'y a plus qu'à ramasser les morceaux. Et le résultat est là. Moi, j'ai connu ça dans plein d'affaires où on voit que vous tombez sur des gens qui sont pas à leur place, et puis on les laisse travailler jusqu'à ce que l'affaire éclate dans la presse. Alors là, ça bouge. Dupont, on précise, c'est maître Éric Dupond-Moretti que vous avez croisé, me semble-t-il, dans votre carrière. Moi, je le connais depuis longtemps, M. Dupond-Moretti, mais je voudrais qu'il s'intéresse plus à ça. Et pour ça, il faut monter une opération pour dire, mais attendez, on est là, aidez-nous. C'est pas normal qu'il y ait des suicides chaque année, un nombre aussi impressionnant, parce que la justice n'a pas fait son boulot. Vous voyez, parce que ça a été mal fait, parce qu'on n'a pas aidé le parent évincé à garder des liens avec son enfant, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. D'ailleurs, vous avez dans l'autre sens, vous avez des mecs, ils sont en prison, ils sortent de prison, ils ont des relations avec leurs enfants et tout va bien. C'est pas parce qu'il est allé en prison qu'il est un mauvais père. C'est qu'il a fait des conneries. Bon, il a été puni, mais de là à le priver de son gosse parce qu'il a fait des conneries qui n'ont rien à voir avec son statut de père, moi, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas besoin de faire des conneries pour être privé de ses enfants. Il suffit que quelqu'un vienne et dise quelque chose en montrant du doigt, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin, absolument pas besoin, de faire quelque chose, d'être coupable de quoi que ce soit pour perdre l'accès à ses enfants. La preuve, mon gars que je retrouve au commissariat attaché au radiateur, je peux vous dire
dire, heureusement qu'il avait encore 30 On en secondes a un pour me certain parler nombre, avec nous. son Moi, j'en portable. ai un là que je connais assez bien. Elle est partie en lui disant: tu ne reverras plus jamais ton fils de 2 ans et demi. D'ailleurs, tu viens de le sodomiser. Voilà. Elle a accusé de sodomie sur le gamin de 2 ans et demi. Il a vécu c'est l'enfer tellement durant 10 ans. efficace. Elle a avoué C'est- qu'elle avait menti. Elle a pris 2500 € d'amende et du sursis. Mais il n'a pas vu son fils durant 10 ans et il est passé pour n'importe quoi devant tout le monde durant 10 ans. Ça s'appelle un échec monumental. Et c'est pas à l'honneur de la justice et encore une fois, ils sont responsables de rien. Pourquoi? Parce que les colonnes du temple. Faut pas toucher aux colonnes du temple, vous ébranlez l'édifice et tout le monde est terrorisé. Eh ben voilà, faut arrêter ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, Maître Jean Panier, on va discuter un petit peu, là, en cette première partie, d'un constat et autres. Quelles seraient les possibilités pour améliorer tout cela? Avez-vous des suggestions? Quelles seraient les possibilités pour rendre le monde meilleur? Malheureusement, une forte campagne de presse et un soulèvement général de tous ceux qui se sentent en danger dans une situation comme ça. Alors après, il faut le structurer, il faut l'organiser, mais c'est le moment, puisqu'il y a une réforme de la justice qui est dans les tuyaux en ce moment, qu'on parle au moins de choses qui touchent tellement la vie des gens. Oui, nous, on a essayé, manifester, ça ne sert plus à grand-chose. Vous allez à 50 devant un TGI, alors que les gilets jaunes sont plusieurs millions et tout le monde s'en moque. J'en n'est pas sûr que la manifestation populaire soit véritablement un moyen de faire passer des messages. Mais il faut un truc il faut un truc national avec les grandes chaînes. Oui, mais les grandes chaînes, elles écoutent des voix qui d'ailleurs sont au gouvernement actuellement. Ces personnes clés sont parties durant les élections et sont revenues. C'est Marlène Schiappa aujourd'hui qui gère notamment les subventions aux associations. On peut quasiment vous dire que dans la législature qui viendra, si vous voulez, les subventions iront plus à l'atteinte aux droits parentaux que au soutien des victimes de fausses accusations. Ça, c'est quasiment écrit d'avance. Oui, bien sûr. Mais si vous cognez, je me souviens, j'avais alerté un grand reporter, je me souviens plus, c'était sur la 2e chaîne, il m'avait dit: ah bah oui, le sujet nous intéresse, mais on va recevoir 20 000 coups de fil, on peut plus gérer après. Voilà. Par des militants, tout à fait. Il y a un problème de militantisme qui... Voilà. Mais à part le soulèvement populaire, vous ne voyez pas de solution. Non, mais ça s'organise, parce qu'il arrive un moment où ça prend feu, et c'est seulement à ce moment-là que la chancellerie commence à bouger. Nous, on a peur d'un drame, que quelqu'un... D'ailleurs, on a vu arriver des détecteurs de métaux et des salons de sécurité dans toutes les institutions JAF et JDE, chose qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. On en voit de plus en plus. Nous, on a peur qu'un jour, il y en ait un qui se fasse sauter, qui fasse un carnage. Ah ouais, c'est possible aussi, ça. On ne le souhaite pas, mais on commence vraiment à s'en inquiéter. Et on n'est pas les seuls à s'en inquiéter, parce qu'on voit l'institution qui met de plus en plus de garde-fous pour éviter ça. Moi, j'ai écrit dans un article sur le village de la justice, c'est là que j'en vois, parce que ça va vite, ça passe vite, et puis il y a je sais pas combien, 300 000 lecteurs par mois, c'est autre chose que les revues juridiques traditionnelles. J'ai écrit un jour, on alerte le procureur, mais le procureur, c'est Ponce Pilate qui se lave les mains devant son lavabo, il s'en fout. Et le procureur va investir tout son temps pour des règlements de compte entre associés, alors qu'il sait très bien que c'est un règlement de compte. Il va passer un temps fou, il va déclencher des enquêtes préliminaires, mais les affaires de droit de la famille, non, faut pas me déranger avec ça. Voilà. Ponce Pilate. Alors que pourtant, le civil, la famille, représente une énorme charge sur les tribunaux. Si nous pouvions automatiser et appliquer les jurisprudences, les tribunaux seraient moins engorgés, la population se porterait mieux. Il y a un intérêt pourtant à améliorer tout ça. Alors, il y a eu de l'amélioration, mais c'est partiel, c'est des tentatives quand même qui sont néanmoins intéressantes. Olga Oudinets, que vous connaissez, oui, elle a fait des formations en gendarmerie parce qu'elle connaissait quelqu'un dans la gendarmerie qui lui a permis de rencontrer des chefs et ils ont accepté de faire des formations. Ça, c'est utile. Parce que le gendarme qui est formé, déjà, il peut parler de manière un peu plus assurée à son substitut, qui est déjà en fait des substituts, quand on dit qu'ils sont de permanence, ils sont chez eux, faut pas rêver. Vous le dérangez pendant qu'il regarde son feuilleton, ça l'intéresse pas, quoi. Non, mais c'est lamentable. Il a qu'à porter plainte lundi, voilà. Autrement dit, j'en ai rien à foutre. Le père, il verra pas son gosse, c'est pas si grave. Il dépose une plainte. Alors des fois, au bout de la 15e plainte, il se dit mais ça sert à rien, quoi. Voyez. Alors après, il y a du boulot, mais si vous touchez aux colonnes du temple, il faut savoir les faire trembler, les colonnes. Et ça, c'est un métier. Ça demande la presse, ça demande vraiment une sacrée organisation. Et si on y arrive, ça va bouger, mais on n'en est pas encore là.